À San Perdido, tout le monde connaît Yerbo Quinton. Son nom est désormais légendaire. Les enfants qui jouent au milieu des rues, à s'éclabousser dans les canalisations crevées, peuvent réciter des fragments entiers de sa vie et reproduisent partout sa marque en appliquant leur paume humide sur les murs lézardés. La mano, crient-ils de leur voix claire, et le petit vendeur ambulant qui propose des cassettes de Bob Marley ou de Tito Ramon reprennent le même appel. La mano, pour quelques balboas $. Ils peuvent fournir également les enregistrements du poète Manuel Diaz, déclamant l'Odyssée de Quinton, longue de 1000 vers libres. Les marchandes de fleurs qui sillonnent le front de mer chaque matin avec leurs paniers emplis de jasmin et d'œillets noirs savent aussi l'histoire. La nuit venue, elles s'agenouillent dans les bordels de la place dorée, excitant les clients en leur racontant comment Quinton croisa un jour leur propre mère, la brûlant avec la glace de ses yeux. « Oui, mon amour, tu as le même regard, tue pour moi, tue et je t'aimerai, chante-t-elle, lorsque les hommes s'accroupissent sur elle, rêvant qu'ils sont Quinton. » Et dans les bars louches du port, il y a toujours un tenancier complaisant, capable de vous installer la table que la mano occupa jadis. Mon père lui apportait un verre de Porto bien frais. Et c'est sans compter sur les chauffeurs de taxi qui proposent tous le même itinéraire lorsqu'ils chargent les touristes en mal de sensations fortes, qu'il appelle la route de Quinton. Elle passe par le boulevard Salvación, tourne devant la statue de Carlos Sierra, on en parlera, 16e gouverneur qui croisa un jour le chemin de Quinton, puis elle rejoint la rue des Pleureuses et sort de la ville par le boulevard des Négriers qui serpente à flanc de montagne. J'arrête. Ce souffle-là, formidable, il est dans le bouquin. Et ça souffle du début jusqu'à la fin. Alors, je vous ai parlé de Quinton. Quinton, comme on dit dans la 4e de couverture, c'est le nom d'un personnage qu'on découvre dès le début du roman, puisqu'il s'agit d'un petit bonhomme en 45, une dizaine d'années. Oui. Le roman se déroule de 45 à 58, 9 60. Bon, je vois la pelote coincée. 61. Non, 60. 60. Pas plus. Donc ce petit bonhomme, il apparaît dans la décharge, un immense dépotoir de la ville de San Perdido, et il est en quelque sorte sauvage, mutique. Il a des yeux bleus saphir et il a d'énormes mains. Ce qui fait qu'on va le surnommer, enfin Félicia, la vieille dame qui vit dans la décharge, va le surnommer la langusta. Attention, faux amis, la langusta ça veut dire le homard, parce qu'une langouste n'a pas de gros langouste. La 4e de couverture, ce que je viens de vous dire, pourrait nous laisser à penser qu'il n'y a que Yerbo Quinton, mais non. Alors, quelques mots sur Yerbo Quinton, mais dites-nous surtout, David, ce qu'il y a dans cette histoire et derrière cette histoire, parce que ce n'est pas seulement l'histoire de la langouste. Qu'est-ce que tu as voulu faire dans cette histoire? Le personnage, il a des moments où il disparaît, il s'efface un peu pour laisser la place à la ville et à la population qui vit dans cette ville. On va voyager aussi bien sur les hauteurs, là où vivent les gens très riches, avec une espèce d'insolence opulente comme ça, et on descend jusque dans les tréfonds de la ville, que ce soit dans les bordels, dans les bars ou sur les docks, puisqu'il y a un port. Et en fait, Quinton, il va servir un petit peu de révélateur à plusieurs niveaux. C'est un personnage qui va créer, autour duquel on va créer une légende dont il n'est pas complètement responsable, puisque, comme on le sait, une légende, ça se repose sur des rumeurs, toutes les rumeurs ne sont pas exactes, donc une rumeur, elle est constituée de vérité et de mensonge. Et on va suivre en fait tous les remous à l'intérieur de cette ville, tout ce que ces actions vont permettre à la population, qui est très souvent opprimée, de réaliser en retrouvant une forme d'espoir, en s'apercevant que finalement leur sort n'est pas scellé. Donc la ville, elle existe, c'est un caractère fondamental de l'histoire. On n'est pas simplement autour de
la trajectoire d'un héros, on est aussi sur toute la ville qu'il traverse et dans laquelle il vit. Oui, c'est très très important parce que c'est un roman qui commence, je pourrais dire pour résumer, c'est pas tout à fait le mot, je n'ai pas trouvé mieux, hein. C'est autour de la naissance d'un mythe, peut-être, qui est la rencontre de Félicia et de la Langosta, mythe effectivement qui sous-marin, toujours présent, mais même pas là forcément, mais sous-marin, avec une origine particulière, ce qui vient de la canopée. La canopée, la forêt vierge, c'est secret. Et puis, derrière tout ça, il y a ensuite, et petit à petit, une histoire qui se déroule, avec plein d'événements, un fil d'intrigue absolument remarquablement tissé. Et je vais poser une question sur le sujet. Et ça se termine, honnêtement, je vais à la fin, ça se termine comme un thriller. Ça se termine comme un thriller. Si, absolument. C'est une fin ouverte. Oui, en plus, je pourrais même penser qu'il y aura un acte de... Non, voilà, parce que je suis tombé sur les fesses. J'entends déjà le mot funeste, suite. Non, mais c'est... Il est posé la question hier déjà. Il est vrai que lorsqu'on lit la fin, on se dit que l'auteur est un petit filou et que peut-être c'est tellement ouvert que ça pourrait... J'en veux pas, moi, personnellement. Alors, je voudrais insister, je vais parler un petit peu du style, puis après je reviendrai à l'histoire, mais je voudrais parler du style, parce que pour moi, le roman idéal, bien sûr, c'est celui qui réunit, pas comme disait Gabin, un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario pour un film, mais un bon scénario et un style qui correspond, qui se marie avec le scénario. Et je vais faire une métaphore. Quand je lisais ton bouquin, quand j'ai lu ton bouquin, et puis quand je me suis imaginé toi en train de l'écrire, je me suis dit, mais c'est Cézanne. C'est Cézanne qui peint. Et je t'ai imaginé avec une palette, un pinceau, et au lieu d'avoir des couleurs, tu avais les 5 sens. Le goût, l'odorat, la vue, aidez-moi, le toucher, qu'est-ce qu'il reste, le vif. Et je me suis dit, bah, tiens, les oreilles, oui. Et je me suis dit, bah, tiens, le voilà, il est en train d'écrire. Et il dit, tiens, je vais mettre un truc pour la vue. Et il met la verte canopée, le bleu de la mer des Caraïbes, ou les couleurs dégueulasses des potoirs, enfin, du pot d'ordure. Et puis l'odorat, alors l'odorat, vous avez la poubelle, ça pue. Vous avez aussi les cantinas, où ça sent bon le fricot. Et puis vous avez l'odeur de la chair fraîche. Je parle de celle des femmes, on en reparlera, parce que ce roman est un roman sensuel, même par instant sexuel. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. C'est pas vrai, quoique. Ceci dit, j'entends des femmes rire. Oui, mais ça me rassure. Mais il y a quelque chose de vrai dans ce que je dis. Je ne dis pas que des bêtises. Bon, en fait, ce peintre, le toucher. Alors, le toucher, j'ai bien sûr pensé à l'amour. Mais, autrement dit, dans ce roman, vous avez en permanence vos 5 sens qui sont mobilisés, sollicités. C'est-à-dire que tu sens, tu entends, tu respires, tu es dans San Bernardino, et quand tu es dans le quartier qui pue, ça pue. Et quand tu es dans le quartier du haut, ça pue aussi, mais pour d'autres raisons. Oui. Mais je veux dire, ça sent quand même les bons alcools, etc., la richesse. C'est aussi un roman, c'est un roman social. Il y a un parti pris. Oui, c'est vrai. Causons-en donc. Oui. Même si c'est... on se trouve dans une ville imaginaire, soit, mais dans un pays qui est parfaitement réel. Ça n'excluait pas de raconter des choses qui sont viscéralement vraies. Moi, je voulais que, même si ça se passait en 45 jusqu'en 60, donc assez loin de notre époque, je voulais qu'on puisse marcher sur des traces qui étaient vraies, fermes, qui renvoyaient à une réalité. Et malheureusement, quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses évoluent très lentement dans nos sociétés et que ce soit pour la place des femmes, que ce soit pour l'exploitation des travailleurs, que ce soit pour les actes de violence tels que le viol, la pédophilie, les meurtres, etc. En fait, tout ça n'a pas bougé. C'est une partie inhérente du fonctionnement humain et on le retrouve malheureusement à toutes les époques. Donc effectivement, je voulais vraiment que ce ne soit pas qu'une œuvre
imaginaire et une simple fable. Ce qui n'empêche pas de mêler des choses qui vont vers parfois une pointe de réalisme magique. Je voulais aussi m'autoriser quelque chose qui, moi, me faisait rêver et qui, j'espère, fera rêver les lecteurs. Mais une possibilité comme ça, ouverte, ne serait-ce que parce que dans la vie, on croise très rarement des gens comme Hierbo qui sont capables de vous tendre la main et de vous aider simplement par empathie, et donc de dénouer des situations qui sont extrêmement violentes et pesantes pour ceux qui les vivent. En l'occurrence, Hierbo, la Langosta, c'est un petit Zorro, pas si petit que ça, mais c'est un Zorro, c'est-à-dire qu'il va au secours des faibles, des opprimés, de ceux qui ont vraiment souffert ou qui sont en train de souffrir. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'un peu comme Zorro, si je peux dire, pardon pour l'image, mais il apparaît au bon moment. Il revient au bon moment. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le lecteur, il va presque appeler Zorro. Quand il sent qu'il se passe quelque chose de dégueulasse, je pense au traitement subi par la petite fille là, qui protège et qui l'emmène chez l'oncle là, on se dit mais quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir notre sauveur suprême? Et il arrive. Ce qui est quand même assez intéressant, ce qui fait un suspense particulier. Bon, maintenant, je vais en venir juste sur les femmes dans ce monde. C'est très important, les femmes bien sûr, mais David est un homme qui aime les femmes, je crois, et qui aime moins, me semble-t-il, moins les hommes, me semble-t-il aussi. Parce que dans tous les hommes que j'ai lus, si je puis dire, j'en ai pas vu beaucoup personnages principaux. Le gouverneur, son espèce de Disnogoud, là. Hiera qui veut prendre la place. L'Américain qui, comme tout bon Américain, veut faire du fric en faisant des saloperies. Ouais. Et puis vous avez quand même de bons hommes, je pense au docteur. Le docteur Portillo Lopez est un homme formidable. Ensuite, et puis en plus, il soigne la crise de Bléno dont souffre le gouverneur, qui est un taureau furieux en matière de sexe. Et donc il y a des scènes de sexe qui sont absolument réussies, magnifiques. Si, je les ai revues 2 fois, je peux vous dire qu'elles sont réussies. Les femmes ont une importance primordiale. Il y a des femmes. Alors, il y a les femmes comme Félicia, qui représente. Elle vient du Ghana, parce que c'est très bigarré à l'origine des gens là-bas. C'est des gens qui viennent d'Afrique, beaucoup, de différents pays d'Afrique. Il y a Félicia, cette femme qu'on trouve au début et à la fin du roman. Et d'ailleurs, tous les personnages, on les retrouve à la fin. Oui. Sauf ceux qui. Parce qu'il y a. Et vous avez la tenancière du bordel, Madame, qui est d'origine vietnamienne, si mes souvenirs sont bons, une eurasienne en tout cas, elle a un rôle magnifique. C'est une espèce, on dirait entremetteuse, mais c'est péjoratif. C'est une intermédiaire. C'est une intermédiaire. Elle facilite les choses dans tous les domaines, y compris au niveau du sexe, mais pas seulement. Et sa fin de vie, enfin la fin de sa vie, la fin de son histoire dans le livre est remarquable, je ne dirais pas comment elle est. Et vous avez 2 magnifiques et sublimes jeunes femmes, qui ne sont pas les seules, qui sont Issa et Yumna, qui vont être rivales par la faute, si je puis dire, du gouverneur. Cet obsédé sexuel contre qui Hiera va vouloir se battre et lui piquer sa place, ni plus ni moins. C'est le début de l'intrigue et de ce que j'appelle le thriller. Des vengeances, des coups tordus, l'attaque contre les syndicats, l'incendie de leur local, etc., sur lequel on reconstruit un hôtel où l'Américain va se faire beaucoup de fric de manière complètement illicite. Enfin, voilà. Le sexe, la sexualité sont importants dans ce livre et ça n'est pas évidemment gratuit. Moi, je pense que c'est un vecteur de l'intrigue, la sexualité. Est-ce que c'est l'intention de l'auteur? Oui, moi je ne voulais pas évacuer cette notion-là parce que dans ce pays-là, dans cette société-là, la sexualité est assumée et elle est aussi importante que peuvent l'être la nourriture, l'air qu'on respire. Voilà, ça fait partie des échanges entre êtres humains. Donc, puisque ça a cette importance-là, je ne pouvais pas la diminuer ou l'écarter, même au risque que certains lecteurs puissent pas vraiment être choqués, mais peut-être être gênés par moments.
chacune des scènes, il n'y en a pas tant que ça, mais chacune des scènes raconte en fait un échange humain et qui se passe, c'est une communication, l'amour est une communication, et cette communication, elle est entre deux personnes qui ne sont jamais les mêmes, puisque les 4 scènes, ce sont des moments différents, et donc elles racontent des choses différentes. C'est pour ça qu'elles me semblaient importantes et que je ne voulais pas les évacuer. Non, bah je le résumerai à ça en fait. Oui. Je n'en dirai pas plus que ça. Je ne veux pas trop raconter. Non, mais je crois qu'il faut prévenir simplement, ce roman est chaud, tropical, et il est tropical, y compris, et je le comprends très bien au travers de ce que tu dis, dans les relations et le sexe par ailleurs, dans ce coin perdu de San Perdido, comme dans toutes les villes portuaires où il y a des exploiteurs et des exploités. Hélas, il y a des bordels, hélas, il y a des femmes qui sont, comment dirais-je, exploitées. Cela dit, ces jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes qui sont magnifiques déjà. Elles certes, elles vont rivaliser, devenir rivales, mais surtout, moi je pense qu'elles tiennent leur destinée en main. Elles sont à la tête, si je puis dire, de leur petite entreprise, c'est-à-dire d'elles-mêmes. Elles sont autonomes et, me semble-t-il, ce sont des femmes potentiellement libres. Bien qu'elles soient dans une société patriarcale avec tout ce que ça implique, dans laquelle on vit toujours d'ailleurs. Je rappelle simplement qu'au XXIe siècle, dans notre société, bien des femmes, pour une place égale, un travail égal, ont un salaire inférieur. Donc on n'a pas tellement évolué. Pendant des siècles, on a appelé les femmes le sexe faible. Je ne les ai jamais trouvées faibles, les femmes. Ne serait-ce que parce que cette position qu'on leur donnait inférieure, elles étaient obligées de lutter contre et de travailler 2 fois plus et de dépenser 2 fois plus d'énergie, d'ingéniosité et d'intelligence pour pouvoir survivre. C'est le cas de ces femmes qui ont reçu, on va dire, en héritage très peu de choses. Celles qui sont dans la misère, elles ont quoi ? Elles ont leur corps, leur personne et leur volonté de survivre. Donc elles l'utilisent. Je ne crois pas qu'il y ait une seule de ces femmes qui ne soit pas forte et capable de résister à la domination masculine et à la violence du monde dans lequel elles sont enfermées. Mais elles ne baissent jamais les bras. Et ce qui m'intéressait aussi pour faire le lien avec le personnage de Félicia, qui est une femme plus âgée, qui vit sur la décharge, donc qui survit elle en récupérant ce qu'elle trouve, comme les autres, malgré la misère dans laquelle elle vit, elle n'a pas perdu son empathie pour les gens. Et ça, c'est une chose aussi, moi, qui m'a toujours marqué, c'est de voir que les gens qui sont dans la misère ne perdent pas leur générosité. Et que souvent, quand ils trouvent plus malheureux qu'eux, ils tendent la main et ils aident aussi, alors qu'ils n'ont 3 fois rien au départ. Ça, je trouvais que c'était une chose très importante. Et cette femme qui a vécu des choses très difficiles, elle aurait pu se refermer, devenir aigrie, misanthrope, et c'est tout le contraire. À tel point d'ailleurs que, vers la fin du livre, pour une raison que je n'annoncerai pas, on vient la déloger de son dépôt d'ordures, oui. on rase sa baraque pour la loger dans du dur à des fins qui ne sont pas très honorables, mais peu importe, mais elle en souffre énormément, parce que c'est sa raison d'être, je crois. Oui, et puis c'est une femme qui est très fière d'avoir construit de ses propres mains sa maison. Elle a fait avec ce qu'elle trouvait comme matériaux, elle a récupéré des poutres, des planches, des caisses, et elle a bâti toute seule sa maison sans l'aide de personne et surtout pas d'un homme. Donc elle est très fière de s'être installée cette petite vie-là. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'elle vit dans cette décharge et elle organise cette décharge. C'est-à-dire qu'elle va empêcher, elle va trier les sacs et elle va empêcher que les enfants aillent fouiller dans les sacs des ordures qui viennent de l'hôpital San Liguori, dans lesquels il y a aussi bien des seringues que de vieux médicaments, des organes, etc. Tout ce dont un hôpital se débarrasse pendant son fonctionnement. Et elle va essayer d'organiser, avec ses faibles moyens comme ça, une espèce de circulation à l'intérieur de cette décharge, dans laquelle elle va créer une deuxième petite décharge où elle demande aux gens d'aller placer ces choses-là,
ces seringues, ces médicaments, de façon à ce que les enfants ne jouent pas avec et que personne ne se blesse ou ne s'infecte. Donc il y a en plus, elle a toujours la notion d'une certaine hygiène, de la salubrité d'elle-même, mais aussi de ses contemporains. Alors là, on est dans l'aspect très concret, le déroulement du roman, il se passe des choses, il se passe des magouilles, des tripatouillages, des attentats, des complots, des trucs et des machins, mais il y a toujours la langousta. Et la langousta, il vient de la canopée. Il vient du refuge présenté comme extrêmement mystérieux, et là on quitte presque la réalité, et on s'engouffre dans le domaine des cimarrons. Je crois que c'est la même origine que les nègres marrons qu'on trouve dans les Antilles. Oui, c'est la même chose. Et tu peux nous parler, parce que c'est un épisode intéressant sur le plan historique, je pense qu'il fallait l'ancrer dans le plan historique, ouais. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant sur le plan de l'envoûtement, le côté différent, presque irréel, magique. Oui. Les cimarrones ont existé, et c'était en fait des esclaves d'origine africaine qui, au moment de l'invasion des Espagnols, se sont réfugiés donc dans la forêt du Darien. C'est une grande forêt qui s'étend du Panama et qui remonte dans les pays limitrophes, qui est assez impénétrable. Et les Espagnols, malgré leur armée, leurs moyens, ça leur était complètement impossible de les retrouver. Et pendant tout le temps où ces cimarrones se sont réfugiés là, ils ont bâti ce qu'on appelle des palenques, c'est-à-dire des petits villages complètement cachés à l'intérieur de la jungle, dont ils sortaient pour mener des opérations commando, comme la mouche du coche, sur les armées espagnoles. À tel point que ça perturbait le commerce, parce que quand ils déboulaient dans des villages, ils attaquaient les Espagnols, ils pillaient, tout ça c'était un manque à gagner pour les Espagnols, qui se sont dit on ne peut pas les récupérer en envahissant la jungle, c'est un territoire trop important, on n'a pas suffisamment d'hommes, donc ils les ont piégés différemment, ils leur ont proposé une espèce de marché, c'est-à-dire qu'ils se sont adressés à celui qu'on appelait à l'époque le roi noir, qui était donc le chef de ces cimarrones au Panama. Et puis ils lui ont dit voilà, on va s'entendre, on va découper le territoire en deux, il y en aura une partie pour vous et une partie pour nous. Ils lui ont proposé de venir négocier. Ce qu'il a fait, il est venu négocier, malheureusement ils l'ont drogué, capturé, et ils l'ont emmené en Espagne où il est mort en captivité. Ce qui n'a pas empêché complètement tous les cimarrons de disparaître. Il y en a une bonne partie qui sont restés, qui sont retournés dans la jungle et qui sont restés là-bas pendant un certain temps. Ça, c'est effectivement ce qu'on a appelé dans d'autres pays les nègres marrons. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire des descendants d'esclaves africains qui ont refusé de... Et il y en a qui sont toujours restés sur les hauteurs. Oui, bien sûr, oui. Ils ne sont jamais rapatriés sur les villages. Alors, c'est une intrigue absolument extraordinaire. Vous avez compris, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de la peinture, c'est toutes les couleurs, on sent, on vit, on respire, on est dedans. Catherine Bardon, on en parlait tout à l'heure avec elle, me disait, mais c'est bien sûr d'une manière différente, c'est un peu Gabriel Garcia Marquez revu et corrigé, parce qu'on parle... Mais moi j'ai pensé aussi, lorsque je l'ai lu, à quelque chose de complètement différent, dans l'intrigue elle-même, avec les personnages tels qu'ils sont. Moi j'ai pensé un peu au Mystère de Paris. Ah ben si, avec l'instituteur, Fleur de Marie, La Chouette, etc., que j'ai vu il y a 40 ans dans le théâtre de Claude Santelli. Ça m'a... Dans ce qui est intrigue, les méchants, les mauvais, la cour des miracles aussi. Oui, j'ai pensé au Roi des ordures aussi, c'est un bouquin de Jean Vautrin qui parle justement de la société clivée autour des ordures, ceux qui exploitent ceux qui ramassent les ordures. Alors, moi j'ai une question très pratico-pratique à poser, parce que quand on écrit un roman comme ça, que je trouve extraordinaire, vraiment je vous le dis, il faut lire ce bouquin, combien de temps il faut, et comment on fait pour ne pas se perdre dans les dédales, j'ai 2 minutes, dans les dédales de l'histoire, parce que c'est une performance d'artiste. En fait, ce qu'il fallait absolument, c'est que je ne perde pas chacun de ces personnages qui sont des seconds ou troisième couteaux,
mais les relier à l'histoire et les faire aussi évoluer, de façon à ce que cette ville entière existe, que ça ne se réduise pas simplement à un personnage principal de justicier, ce qui aurait été assez plus convenu et moins intéressant à mon sens. Donc j'ai voulu vraiment que tous ces personnages existent, puissent se développer et terminent cette histoire sans être tel qu'il l'était au début. Et dans l'écriture, j'avais un certain nombre de pistes au départ, mais il en est venu d'autres pendant l'écriture. Je ferme jamais la porte parce que je trouve ça très intéressant de rebondir. L'imaginaire, il fonctionne un peu avec l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire que vous partez sur une piste et puis ça entraîne quelque chose, plus ou moins longtemps après, et vous vous dites c'est dommage de ne pas l'utiliser et de ne pas s'en servir. Donc je laissais venir en plus des choses auxquelles je n'avais pas pensé de prime abord. Et la seule difficulté que j'avais, c'était de ne pas les perdre de vue pour pouvoir les intégrer, les garder dans l'histoire et les développer dans leur parcours.